Bienvenue sur l'instant d'après numéro 1. Alors, c'est un nouveau format en fait que je vais vous proposer et que j'essaierai de rééditer assez souvent. L'idée, c'est de partir de la situation politique et qui est assez chaotique et vous le voyez bien. Et à partir de cette situation politique, d'essayer de dégager en fait qu'est-ce qui peut se passer après et comment il faut qu'on s'organise pour que la situation aille un petit peu mieux. Alors, on va partir de la situation d'aujourd'hui. Effectivement, je vais réutiliser encore le mot de chaos parce que je pense que les Françaises et les Français qui m'écoutent comprennent bien qu'on est dans une situation chaotique, chaos climatique, chaos géopolitique et chaos politique avec le gouvernement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a voté une motion de censure, c'était légitime. Ce gouvernement menait une politique qui allait à l'encontre de ce qu'avaient décidé les Françaises et les Français lors du vote en juin, notamment une politique qui continuait à favoriser les plus riches, une politique d'inaction climatique, donc on l'a censuré. À partir de cette censure, il a décidé de nommer François Bayrou. Je ne vais pas m'étendre sur la personnalité de François Bayrou. Ce qui m'intéresse, et politiquement, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer que François Bayrou, c'est exactement le même socle que Michel Barnier. En gros, il y aura un accord entre les Républicains et Renaissance. C'est ce qu'on va retrouver probablement au gouvernement qui va être nommé. Et ça va peut-être un peu s'élargir, mais ce sera des débauchages individuels. Et ils continueront d'être sous la pression du Rassemblement national et de la menace de censure. Donc les mêmes causes font les mêmes conséquences. Ça a été dit par les uns et les autres. A priori, ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi, en fait, Emmanuel Macron décide de refaire la même erreur, c'est-à-dire de nommer quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas répondre aux attentes des Françaises et des Français? Et bien, la réponse est d'abord assez simple, c'est qu'il refuse de choisir la seule solution durable. Et la seule solution durable, c'est la proposition que nous, on a fait en tant que groupe écologiste et social. C'est de nommer un Premier ministre issu du NFP, Lucie Castet, et ensuite un gouvernement composé par le NFP, mais qui gouverne en tenant compte de la nouvelle Assemblée nationale et donc qui gouverne en s'engageant à ne pas faire de 49.3. Mais il y a des majorités possibles, notamment sur l'abrogation des retraites, il y a des majorités possibles sur l'augmentation des recettes, notamment en taxant les plus riches et en taxant les grandes entreprises, et il y a aussi des consensus qui sont possibles au sein de l'Assemblée nationale sur une grande bifurcation écologique. Donc voilà ce qui aurait dû être fait. Alors, en réalité, il y a beaucoup de gens qui psychologisent les choses. Ils disent que c'est parce que Emmanuel Macron veut pas se dédire, etc. Non, en réalité, les choses sont beaucoup plus fondamentales que ça. Il ne fait pas ça, car Emmanuel Macron est le représentant du bloc, moi ce que j'appelle le bloc bourgeois, c'est-à-dire les intérêts des grands capitalistes. Et les grands capitalistes de ce pays ont décidé qu'il ne fallait pas céder. Pourquoi il ne faut pas céder? Parce que vous pensez réellement que c'est grave pour eux de perdre un peu de revenus avec des impôts supplémentaires, etc. Non. En réalité, ça, ils pourraient parfaitement l'absorber. Une taxation un peu des plus riches, des très hauts patrimoines, taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. C'est ce qu'on a obtenu dans le projet de loi de finances. Et pourquoi ils ne l'acceptent pas? Parce que s'ils l'acceptent, ça veut dire qu'on a gagné. S'ils l'acceptent, ça veut dire qu'ils cèdent sur les retraites. Ça veut dire que s'ils font l'abrogation des retraites, si on fait l'abrogation de la réforme des retraites, ça veut dire que les syndicats ont gagné. Ça veut dire qu'on reprend confiance. Et c'est ça, en fait, qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas qu'on reprenne confiance. Et c'est pareil, s'ils cèdent sur la taxation des plus riches et qu'on dégage 50 milliards d'euros pour la sécurité sociale, 80 milliards d'euros de recettes de plus pour l'État, pour l'école, pour l'hôpital, et qu'on remet la machine en route et que tout ça marche. Et si tout ça marche, ça prouve qu'on peut faire autrement. Et ça, ils ne veulent pas qu'on démontre qu'on puisse faire autrement. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas céder. Alors du coup, ça les conduit quand même à une impasse. Parce que s'il y a une nouvelle censure, il y a un nouvel gouvernement qui tombe, après, il n'y a que deux solutions pour Emmanuel Macron. Soit la démission, soit la deuxième solution, c'est l'article 16 de la Constitution. Vous ne le savez peut-être pas, mais Emmanuel Macron, en cas de grave crise, peut déclencher l'article 16 qui lui donne les pleins pouvoirs. Certains constitutionnalistes commencent à discuter de ce sujet dans les médias. C'est pas très bon signe. Alors, moi, je voudrais parler à Emmanuel Macron, là. Très sincèrement, s'il décide de faire l'article 16, qu'il regarde ce qui s'est passé en Corée du Sud. C'est ce qu'a fait le président en Corée du Sud. Les résultats des élections législatives ne lui plaisaient pas, donc il a voulu dissoudre l'Assemblée nationale, et ensuite il n'a pas voulu reconnaître le résultat de l'Assemblée nationale, exactement comme Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les parlementaires coréens ont décidé de dire non, et ont décidé de le destituer. Donc de toute façon, soit il démissionne, soit au bout du bout, s'il utilise l'article 16, on va le destituer. Donc il faut qu'il cède, et qu'il nomme Lucie Castet. C'est la seule solution. Alors maintenant, je vous ai dit ce qu'il voulait faire. Et l'instant d'après, c'est aussi de se dire, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Et moi, je pense que si on veut se préparer à cette période de chaos, la seule façon de le faire bien, c'est de garder la boussole. Et la boussole, elle indique que sans unité et sans radicalité, on ne gagne pas. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il faut que le NFP reste uni, qu'on continue à le construire arrondissement par arrondissement, village par village, et il faut que les différents partis du NFP soient responsables. D'un côté, il ne faut pas rentrer dans une coalition avec Emmanuel Macron, et toute personnalité, tout parti qui participera à un gouvernement décidé par Emmanuel Macron pour mener la même politique,
il est perdu pour la cause de la gauche. Mais de l'autre côté, il faut aussi éviter que chacun et chacune décide que c'est le moment de lancer sa campagne présidentielle. Et je dis ça pour Fabien Roussel comme pour Jean-Luc Mélenchon. Fondamentalement, il faudra qu'on ait une candidature commune à la présidentielle. Il faudra qu'on trouve un moyen de désigner cette candidature commune sur un programme de radicalité qui est le programme du nouveau Front populaire. Dès le 20 novembre, j'ai dit dans une note de blog que vous pouvez retrouver sur Mediapart qu'il fallait que la gauche se prépare en 2027 parce que 2027 arrivera peut-être en 2025. Depuis que j'ai écrit cette note de blog, Lucie Castet et Marine Tondelier ont lancé un mouvement. L'Après a lancé une pétition, et même Jean-Luc Mélenchon a reconnu qu'il fallait une candidature commune. Alors, une candidature commune derrière, pour l'instant, les Insoumis. Les Insoumis sont tout à fait légitimes à revendiquer la candidature commune. Le problème, c'est que ça ne doit pas être un casus belli. Donc maintenant, je pense que les uns et les autres, il faut que redonner confiance pour que les luttes puissent avoir lieu, et pour qu'on ait réellement une perspective de victoire. Et faut le rappeler quand même. Avant les élections législatives, tout le monde nous donnait perdant. On s'est unis, on a gagné. Donc si c'est possible pour les élections législatives en juin 2024, c'est parfaitement possible pour n'importe quelle présidentielle qui suivra. À la prochaine!